Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à Tempo sur le lancement de TINA 4.8. Donc le webinaire durera à peu près 45 minutes, donc la présentation, et nous aurons un petit temps en fin de présentation pour vos questions. Surtout n'hésitez pas d'en poser. Vous avez le petit onglet questions en bas à droite de votre écran, donc tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra ou en direct, ou si on n'a pas le temps, on vous répondra après par email. Donc aujourd'hui, nous allons avoir deux intervenants. Renaud, Technical Product Manager. Bonjour Renaud. Bonjour. Et Geoffrey, donc Product Marketing Manager sur la partie Data Protection. Bonjour Geoffrey. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc voilà, écoutez, je vous laisse entre de bonnes mains. Geoffrey, Renaud, à vous. Et puis on se retrouve en fin de session. Bonne présentation à tous. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous présenter cette nouvelle version de TINA, comme l'a dit Cécile. Donc c'est version 4.8.1 exactement, en version control release aujourd'hui. Pour faire un tour rapide de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc l'aspect sécurité, les nouveautés M365, nouveautés stockage. On fera un tour par les nouvelles compatibilités. Et on finira par les interfaces, les nouveautés Web UI. Renaud vous montrera, fera une démonstration de certaines des nouvelles fonctionnalités, et on terminera par une session d'échange, questions-réponses, où on prendra le temps de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas, utilisez l'onglet questions. Toute l'équipe s'est mobilisée pour répondre à toutes vos questions. Allez, sans plus attendre, je commence. Partie sécurité, TINA 4.8.1, qu'est-ce qu'elle apporte? On avait, dans la précédente version, revu la politique de mot de passe en 4.7.1 avec voilà, une politique plus stricte, voilà, une gestion des mots de passe un peu plus aboutie, enfin beaucoup plus aboutie d'ailleurs. Et aujourd'hui, on apporte l'authentification forte de la console d'admin à TINA, qui représente aujourd'hui vraiment une des bonnes pratiques de la sauvegarde. C'est d'ailleurs l'ANSI qui ne cesse de le répéter. Renforcer l'authentification sur les systèmes d'information est nécessaire, primordial, indispensable. Aujourd'hui, voilà, 4.8.1 apporte cette couche d'authentification forte avec l'authentification à deux facteurs. Je pense que vous êtes nombreux à maintenant, on maîtrise cette technologie. Tout le monde sait que voilà, on va vous demander un code secondaire via une application tierce pour rentrer dans l'interface. Et ça permet justement, en cas de phishing, en cas de vol d'identifiant, de limiter les intrusions, en tout cas de stopper les intrusions si on perd son mot de passe, son login mot de passe. Voilà, cette technologie est là pour empêcher les intrusions. Donc, à partir de TINA 4.8.1, voilà, l'authentification double facteur sera disponible voilà. Et après, libre à l'admin de l'activer. On le recommande fortement. Et voilà, ensuite, on peut piloter les utilisateurs, l'activation ou non du 2FA. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un outil qui était indispensable pour éviter le piratage du compte admin, du compte administrateur, et donc possiblement la destruction des sauvegardes en cas d'incident cyber. J'avance un peu. Immuabilité des sauvegardes. On parle beaucoup d'immuabilité des données en ce moment pour lutter entre autres contre les ransomware. L'immuabilité de la sauvegarde, elle va permettre vraiment d'isoler et de rendre les données non chiffrables. Une donnée qui est immuable par nature, elle ne peut être modifiée et donc elle ne peut pas être encryptée. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire à travers, on va le voir un peu plus tard, mais certaines technologies d'immuabilité. Et la première qu'on met en avant, c'est cette fameuse S3 Object Lock, donc le verrouillage des objets lorsque la donnée se trouve sur un stockage cloud. On avait apporté avec la précédente version TINA 4.7.1
la compatibilité justement de l'immuabilité cloud sur les stockages Quantum, ActiveScale, Amazon, Datacore Swarm et c'est tout. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin. On élargit le guide de compat en ajoutant Wasabi, OVH, Cloud et les stockages Scality. Le but, c'est vraiment de permettre une immuabilité sur tous les stockages cloud que peut adresser Tina, que ce soit on-prem ou cloud. En l'occurrence, on va permettre d'activer l'immuabilité, que ce soit en mode gouvernance ou en mode compliance. Donc la grande différence, c'est qu'en mode compliance, vraiment, on ne pourra pas modifier la donnée pendant la période de rétention. En mode gouvernance, un super admin pourra s'il a les droits, toujours modifier ou supprimer la donnée. Donc, il faut vraiment faire attention avec ces deux modes-là, prendre bien conscience que vraiment le mode conformité, le mode compliance, interdira toute suppression, toute modification des données stockées sur le stockage S3. Et donc, l'idée également, c'est de fournir une immuabilité pour toutes les sources de données, peu importe l'endroit, la source, finalement, la source de la donnée. On va vraiment pousser Tina à prendre en charge pour tous les stockages, ce mode d'immuabilité en activant la prise en charge du S3 Object Cloud. S3 Object Cloud, pardon. Donc, pour aller un peu plus loin, l'idée, aujourd'hui, chez Atempo, on essaye d'avoir et proposer une immuabilité totale avec Tina. Et on va le voir, on va l'expliquer un peu plus en détail aujourd'hui, mais la première des immuabilités, qui est une nouveauté avec Tina 4.8.1, et vous êtes nombreux à l'utiliser, c'est le stockage ADE, donc Atempo Deduplication Engine, qui va aujourd'hui vous permettre d'activer une immuabilité. Et si vous stockez de la donnée sur un stockage ADE, on va utiliser certaines technologies, notamment les snapshots LVM, pour activer et rendre immuable la donnée stockée sur ADE. Donc ça, c'est la première, la première cible sur laquelle on peut activer de l'immuabilité. Ensuite, et ça a été introduit lors de la précédente version de Tina, on peut s'appuyer également sur l'immuabilité apportée par les constructeurs de stockage. En l'occurrence, on prend en charge ce qu'on appelle NMT Storage, le stockage disque optimisé, qui va vous permettre de stocker sur des appliances de backup, des appliances de dédupe. Et on va s'appuyer, Tina va pouvoir utiliser les technologies d'immuabilité de ces appliances pour proposer une immuabilité également des données. J'ai affiché 2-3 logos qui sont entièrement compatibles, et notamment, je pense à Quantum et ces DXI, ces appliances de type DXI, sur lesquelles on est capable aujourd'hui d'aller utiliser l'immuabilité proposée pour vraiment verrouiller les données. La troisième cible, je viens d'en parler, c'est le cloud au format S3, où là, également, on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité d'S3 Object Lock, de verrouillage des objets, pour empêcher les objets d'être modifiés, supprimés, verrouillés, etc. Et donc, encore une fois, ici, on propose, je les ai déjà cités, mais voilà, un guide de compat élargi et qui va s'étendre. Et enfin, la dernière cible, c'est l'immuabilité lorsque on adresse de la bande, simplement en utilisant, on déconnecte une cartouche de son lecteur. On va parler d'air gap. C'est vraiment l'immuabilité, j'allais dire, la plus sûre, puisque là, une fois la cartouche sortie de son lecteur, l'attaquant ne pourra absolument pas verrouiller ou crypter ou effacer la donnée qui s'y trouve. Donc voilà, Tina 4.8, immuabilité totale. Vraiment, à Atempo, on a beaucoup travaillé pour permettre
d'adresser, peu importe le stockage que vous utilisez, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'activer de l'immuabilité et de rendre vos données vraiment étanches aux attaques cyber. Je vais expliciter un petit peu plus l'immuabilité du moteur de dédupe, donc ADE. Je sais que voilà, dans l'audience aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui utilisent ADE comme stockage. Finalement, l'idée, c'était de permettre une alternative aux appliances de dédupe avec une alternative d'immuabilité. Et donc aujourd'hui, on arrive avec voilà, on a un guide de bonne pratique et on va le combiner à l'authentification forte pour pouvoir vraiment rendre ce moteur ADE immuable et vraiment étanche aux attaques. Et je le redis, mais cette immuabilité, elle est basée sur des instantanés. Alors, les snapshots LVM. On a tout un guide qui va vous permettre vraiment d'appliquer étape par étape ces bonnes pratiques pour que votre stockage ADE soit vraiment immunisé contre les cryptovirus et autres lockers ou voire tentatives de cyberattaque. Donc, on va le rendre. Ce guide sera disponible sur demande si vous utilisez ADE et que vous voulez vraiment avoir le descriptif de la mise en place de cette immuabilité. Vous nous faites une demande, on vous enverra sans problème dans les plus brefs délais ce guide utilisateur. La prochaine nouveauté de TINA 4.8, c'est la possibilité d'automatiser ces copies de sauvegarde vers le cloud. On a été, il y a un peu plus d'un an maintenant, un des premiers à faire ce qu'on appelle Direct Backup to Cloud, donc envoyer ces copies de sauvegarde vers le cloud. Aujourd'hui, on va un peu plus loin en proposant ce qu'on appelle le disk to cloud, où là, on va automatiser ces copies de sauvegarde sur le disque et ensuite vers le cloud. On verra ça dans la démonstration qui arrivera juste après, mais voilà, vraiment une fonctionnalité qui va pouvoir simplifier la mise en pratique des règles de bonne pratique de la sauvegarde, le 3-2-1, j'ai 3 copies sur 2 supports différents, une copie hors site ou immuable. Et on verra dans la démo juste après comment avec Tina on a simplifié ce schéma. Voilà, copie hors site. Donc cette fameuse copie vers le cloud qui va vous permettre, en cas d'incident majeur, de pouvoir récupérer votre donnée simplement et rapidement. Donc le disk to cloud, j'en ai déjà parlé. Et la possibilité de rendre cette troisième copie vers le cloud immuable grâce, encore une fois, et j'en ai déjà parlé, à cette fonctionnalité de verrouillage des objets, S3 Object Lock. Voilà, il y a TINA 4.8, on va le voir juste après dans quelques instants. On a vraiment voulu simplifier cette mise en place des bonnes pratiques de sauvegarde en proposant du disk to cloud, l'automatisation de ces copies de sauvegarde sur du disque et ensuite vers du cloud. Je vais passer la main à mon collaborateur Renaud qui va vous expliquer et vous montrer vraiment comment ça fonctionne et comment on fait pour appliquer ces bonnes pratiques au travers de TINA 4.8. Renaud, je te laisse la main. Merci Geoffrey. Donc, je vous ai préparé une petite démonstration qui intègre plusieurs des nouveautés dont vient d'évoquer Geoffrey, donc notamment la partie sauvegarde OneNote. Donc, je ferai une démonstration d'une sauvegarde de la partie OneNote et M365. C'est pour ça que j'ai choisi cette application. Mais on verra qu'on aurait pu choisir d'autres applications comme les sauvegardes de VM, parce que la suite, c'est où va-t-on déposer effectivement la sauvegarde. Donc là, j'ai proposé dans ma démonstration une démonstration d'une sauvegarde stockée d'abord sur un stockage DXI,
donc une appliance DXC directement à travers notre Enhanced Storage qui permet de directement sauvegarder toutes les données sur la DXC. Et justement, pour montrer un petit peu cette nouvelle capacité de copie vers le cloud, j'ai configuré à ce moment-là un stockage cloud OVH qui va nous permettre de faire une copie de sauvegarde et on verra comment tout ça opère à travers des cas d'utilisation. Donc, on va passer directement à la démonstration. Donc, comme vous pouvez le voir, on va s'authentifier auprès de Tina, login mot de passe. Alors, la première étape est évidemment d'aller configurer nos stockages. Donc, on va commencer par configurer le stockage Enhanced Storage, stockage disque optimisé. Et on va pouvoir, à ce moment-là, lui mettre le stockage DXC en configuration et configurer notre stockage. Donc, voilà, les éléments ont été rajoutés. On a effectivement une destination. On va pouvoir maintenant configurer le stockage cloud vers OVH, donc OVH Cloud. On va pouvoir choisir parmi nos fournisseurs. Donc, voici les différents stockages supportés. On va pouvoir rentrer les informations. Donc, on a le serveur, la clé, le secret. Et on va pouvoir définir un bucket. Donc là, en l'occurrence, je vais lui mettre un nom parlant pour pouvoir le retrouver facilement. Et on va définir de pouvoir le créer s'il n'existe pas, ainsi que définir l'immuabilité qu'on veut, donc gouvernance ou compliance, comme venait de le dire Geoffrey. Donc, on choisit son mode et on termine cette configuration. Donc, voilà, les deux stockages ont été créés. On va pouvoir maintenant s'attarder sur l'agent. Donc, comme je voulais vous montrer la sauvegarde de OneNote, on va configurer un agent M365. Donc, comme vous pouvez le voir, il suffit de choisir l'agent, d'aller renseigner les informations qui nous intéressent, donc le serveur, en l'occurrence ma machine, le nom qu'on souhaite lui donner, et on va après très simplement réaliser cette configuration à travers de l'Easy Setup, le configurateur automatique. Donc, une étape très simplifiée, hein. Il suffit de rajouter le code, s'authentifier avec son compte, renseigner les informations et voilà, une fois que tout est établi, le compte est créé et est rattaché auprès de l'application. Donc, on va pouvoir définir maintenant une stratégie. Donc, la première étape, je voudrais que mes données arrivent sur ma DXC. Donc, c'est là que je vais choisir Enhanced Storage. Donc, on peut effectivement mettre en place une planification, définir un parallélisme pour paralléliser effectivement la sauvegarde. Et après, on va pouvoir créer effectivement une stratégie et sélectionner les éléments qu'on souhaite sauvegarder. Donc là, en l'occurrence, on a créé un site SharePoint hôpital avec des données critiques. Donc, c'est ce que je souhaite sauvegarder ici. Et on va sauvegarder un utilisateur avec toutes ces données OneNote, mais on voit qu'auprès d'un utilisateur, on sauvegarde plus, on sauvegarde aussi ses mails, ses contacts. Donc là, en l'occurrence, on va sauvegarder l'utilisateur entier avec toutes ces données. Donc, première étape est configurée. Et là, maintenant, je vais me concentrer sur la copie. Donc, cette copie de sauvegarde, je vais vouloir la faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur de l'OVH Cloud. Donc, il me suffit d'aller sélectionner, activer le mode copie totale, d'aller mapper le stockage disque optimisé et d'aller mettre en place un parallélisme. Voilà, à partir de ça, tout est configuré. On va pouvoir maintenant s'attarder à sauvegarder, à lancer une sauvegarde. Donc, première sauvegarde de mon environnement. Donc, voilà, on va tout envoyer sur la DXC. Voilà, c'est réalisé et on va pouvoir maintenant lancer en plus la sauvegarde de la copie vers OVH Cloud. Donc tout ça, évidemment, on n'a pas mis de planification en place, mais il suffisait de choisir des planifications. On voit qu'on peut avoir des planifications différentes. Donc maintenant, si on s'attarde sur mon environnement M365 pour savoir exactement ce que j'ai sauvegardé. Donc j'ai un site SharePoint qui est Acme Hospital. Si je vais dessus, on voit que c'est un site SharePoint classique avec des informations. On a des documents dessus qui, en l'occurrence, là, sont critiques.
Et ces documents-là, voilà, on va y retrouver des données personnelles, en l'occurrence des radios. On va pouvoir naviguer à travers ces données personnelles. Et ce que je souhaite démontrer, c'est qu'on a supprimé les données, ou que les données étaient cryptoloquées, peu importe. Donc, les données ont disparu. Donc, ça, c'est voilà, la démonstration. De l'autre côté, on a Note OneNote, comme vous pouvez le voir, avec l'ensemble des données. Donc là, en l'occurrence, on est toujours dans le domaine médical avec des comptes rendus de consultation. Là, pareil, je vais supprimer ces données de manière à ne plus les retrouver et mon objectif sera évidemment de venir les restaurer. Donc, si on regarde côté stockage, donc on a notre VH Cloud. Donc là, j'ai déjà un browser qui est configuré. Donc, je vais aller sur le répertoire webinaire que j'ai créé. On va retrouver les éléments sauvegardés sous forme de fichiers. Donc, on va en l'occurrence retrouver les OneNote avec mes comptes rendus médicaux, comme vous pouvez le voir, et l'ensemble des données. Même chose, allons voir maintenant côté DXI. Donc, je vais me connecter avec un SSH auprès de ma DXI. Donc, je vais aller regarder mon répertoire NFS qui a été mappé. Donc, on voit effectivement que j'ai un share XDCS qui a été configuré et qui va me permettre de tout sauvegarder sur la DXI. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement browser, voir qu'effectivement, là aussi, j'ai mes copies de sauvegarde, retrouver l'ensemble des informations. Donc, j'ai les dossiers. On va descendre petit à petit pour aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, on voit qu'on a un SharePoint, SharePoint Apps, et ainsi de suite. Donc, là, également, donc, sur les deux stockages, j'ai bien mes données qui ont été sauvegardées et la copie de ma sauvegarde qui a bien été réalisée également. Donc, avec l'ensemble de mes données critiques, dont l'ensemble des dossiers de mes patients. Donc, on va retrouver Aaron. Passons maintenant sur la restauration. Donc, on va dans un premier temps restaurer le SharePoint. Donc, pour ce, c'est une opération assez simple. On va renseigner le site qu'on souhaite restaurer. Voilà, je le sélectionne. On passe sur l'étape suivante. On fait une restauration partielle pour choisir exactement ce qu'on veut sauvegarder, restaurer. Et là, en l'occurrence, je vais pouvoir naviguer à travers les différentes données. Donc, voilà, on est capable de voir qu'il y a plusieurs fichiers. Donc, je veux restaurer l'entièreté du répertoire. Donc, je vais sélectionner le répertoire entier. Je vais aller choisir mes options de restauration. Donc, où je vais vouloir le restaurer. Est-ce que à l'emplacement d'origine, est-ce à un autre endroit? Et je lance la restauration. Donc, si je regarde côté répertoire, effectivement, je retrouve mon dossier Critical Data. Je vais pouvoir retrouver mes données de patients et la fameuse donnée de Aaron avec, comme on l'a vu tout à l'heure, les dossiers médicaux qui ont été restaurés. Très bien. Donc ça nous a permis de remettre la main sur nos données personnelles. On va maintenant basculer sur la restauration SharePoint. Comme vous l'avez vu, l'interface est très simplifiée. Hein, le process est le même et très simple. Et on va pouvoir là aussi sélectionner une restauration partielle, choisir donc le bloc-notes qu'on souhaite, en l'occurrence le bloc-notes dossier médical, compte rendu, on retrouve nos comptes rendus. On va pouvoir voir effectivement que sur mes points, on a bien des points qui sont stockés, sauvegardés sur le stockage XDCS et d'autres points qui sont sauvegardés sur du S3. Donc, on va pouvoir maintenant restaurer la dernière sauvegarde qu'on dispose. Donc là, en l'occurrence, c'est depuis le S3, puisque c'était notre dernier point de sauvegarde. Et on va pouvoir restaurer à l'emplacement d'origine. Donc, suite à ça, on va retrouver effectivement l'onglet qui a été remis et petit à petit, les comptes rendus sont restaurés les uns après les autres, comme on peut le voir. Donc, voilà. Lors de cette démonstration, on a pu voir effectivement côté TINA, il est très simple de configurer les différents stockages sur lesquels on souhaite déposer. Donc, on voit qu'on a des stockages aussi bien S3 que des appliances DXI ou des stockages disques ou bandes, comme vous avez déjà l'habitude d'implémenter. On va pouvoir
très simplement configurer notre agent M365 ou nos agents VMware ou Hyper-V, etc. et après déposer les données sur nos différents supports et mettre en place des copies de sauvegarde sur des clouds en mode immuable. Donc voilà, c'était un petit peu les différents objectifs que j'avais lors de cette démo. Et je vais repasser la main à Geoffrey pour la suite de la démonstration. Merci Renaud. Très intéressant. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'équipe qui y répond dans la partie questions. Merci Renaud, super intéressant. Je vais enchaîner du coup sur les nouveautés côté M365. Donc, Renaud on a déjà parlé, mais on ajoute une application M365 dans notre offre de sauvegarde M365 qui est OneNote, vous l'aurez tous compris. OneNote qui était le petit dernier à pas être pris en charge. Maintenant, c'est fait et donc vous allez pouvoir récupérer, sauvegarder bloc-notes, sections, pages et tout le contenu associé à vos notes. Je sais que nous, on utilise beaucoup OneNote ici. Donc, c'est vraiment un plus pour l'offre M365. J'ai remis les niveaux de granularité de chaque application, de ce qu'on va être capable de sauvegarder et de restaurer à l'intérieur de notre offre M365. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, voilà, toute la partie email, calendrier, contact, le Teams, le SharePoint, le OneDrive. On a vraiment l'entièreté du périmètre M365 aujourd'hui qui peut être sauvegardé et restauré avec Tina. Et j'ajoute que, et je le répète, que Tina n'a pas besoin de modules supplémentaires pour prendre en compte le backup d'M365, puisqu'on a pris la décision de l'intégrer directement dans la console Tina, le backup M365. Donc on configure son agent, son stockage, et on peut directement lancer ses backups, ses restos M365 depuis la web UI de Tina. Allez, j'avance. Côté performance également, gros effort, gros travail de la R&D pour pouvoir accélérer les temps de backup et les temps de resto. Aujourd'hui, on a énormément de remontées, de feedback sur le terrain de clients, etc., qui utilisent la solution. Voilà, on continue de mettre en place, d'améliorer la partie M365 avec Tina. Et là, donc, du coup, en 4.8.1, on a intégré ce mode batch qui va permettre de réduire les temps de sauvegarde et de restauration pour les applications M365. Et on a calculé jusqu'à 30% de réduction des temps de backup et de resto grâce à ce nouveau mode de prise en charge du backup M365. L'idée, c'est d'éviter les effets de throttling, et également d'appliquer les bonnes pratiques de l'API Graph. Je vous le rappelle, Atempo utilise uniquement l'API Graph pour le backup d'M365. C'est l'API mise en avant par Microsoft pour le backup de M365. Rapidement, les petites améliorations toujours. On peut maintenant restaurer des emails vers une boîte d'un autre utilisateur, pratique dans certains cas. On n'a pas envie de restaurer à l'endroit d'origine les emails d'un collaborateur. On peut choisir une boîte admin, par exemple. Voilà, ça peut être très pratique. On va pouvoir aussi ajouter des suffixes aux objets à restaurer pour mieux les repérer. La recherche également a été retravaillée, plus simple, multicritères. On a maintenant une possibilité de faire des recherches avec plus de critères qu'auparavant. Et encore une fois, l'assistant de restauration qui a été aussi retravaillé, resimplifié, pour vous aider à retrouver les données, les objets, les emails que vous voulez restaurer à l'intérieur de l'interface M365 de Tina.
Voilà pour la partie M365. Encore, voilà, on continue les efforts et on va continuer à travailler sur la partie M365, donc Tina, dans les versions qui arrivent. Niveau design, ergonomie, UI, pas mal de changements également. Alors, je vais passer rapidement, mais voilà, vous avez un peu l'évolution de l'interface Tina au cours des 5-10 dernières années. Les équipes UI, UX UI travaillent beaucoup à améliorer l'expérience utilisateur. On écoute énormément le feedback de nos clients et les souhaits qu'ils aimeraient voir apparaître dans l'interface Tina. Voilà, on a travaillé et aujourd'hui, on a voilà, un nouveau dashboard, un nouveau tableau de bord qui va arriver en Tina 4.8 également. Voilà, plus clair, plus graphique, plus visuel, avec voilà, tout de suite, on a les éléments importants qui sont mis en avant. On a des nouvelles tuiles qui apparaissent. Je pense à la tuile de dédupe, par exemple. On va pouvoir également personnaliser son dashboard. Hein, si on veut supprimer des tuiles inutiles, en ajouter, on va pouvoir faire un peu voilà, de la personnalisation de dashboard. Et puis, voilà, cette tuile également, catalogue, qui voilà, redessinée avec des informations plus lisibles, plus claires sur le stockage restant, le stockage utilisé et les alertes. Les alertes également qui sont beaucoup mises en avant et plus visibles, en tout cas, de manière plus claire sur ce nouveau dashboard. Et pour finir, la sélection des stockages qui a été un petit peu revue, simplifiée. Donc aujourd'hui, vous avez le choix entre du disque, la bande, du cloud, on-prem ou cloud, enfin du stockage S3 qui soit on-prem ou cloud. Voilà, on a redessiné un petit peu cette partie-là. Donc beaucoup de nouveautés côté UI. Vous avez pu le voir aussi également à travers la démo. Mais en tout cas, on travaille énormément à la simplification et au design de Tina au travers de sa web UI. Et aujourd'hui, toutes les nouvelles fonctionnalités dont on discute aujourd'hui seront directement intégrées et pilotables depuis la web UI. Allez, côté compact, Tina 4.8, qu'est-ce que ça apporte? La prise en charge des distributions Linux 9. Je pense à Rocky, j'ai mis en avant Rocky, Alma et Red Hat. Ces trois vont être officiellement supportés avec Tina 4.8. J'ai rajouté sur le côté quelques nouvelles compact également. Et pour finir, donc, voilà, si je devais résumer Tina 4.8, c'est plus de sécurité, plus de simplicité, plus de performance. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Tina. Donc, plus de sécurité, ça passe par élargir les capacités d'immuabilité, de renforcement des accès. Également, plus de simplicité. On travaille beaucoup avec les équipes UI pour optimiser, rendre la solution plus simple à utiliser. Encore une fois, on prend en compte énormément de retours, d'amélioration. Il y a plein de petits points, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais voilà, il y a plein de petits points d'UI qui ont été améliorés également en Tina 4.8. Et enfin, les performances, hein, ici aussi, hein, une solution de backup, c'est très bien, mais il faut absolument que les performances suivent. Et ici encore, on travaille beaucoup avec les équipes pour essayer d'améliorer les temps backup, les temps de resto, les temps de configuration, etc. Donc voilà, c'est encore une partie, la partie performance qui est vraiment, on essaye d'optimiser. Donc Tina, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Tina 4.8.1 est disponible auprès du support en contrôle release. Ça veut dire qu'il faudra vous adresser à votre contact à Tempo ou au support à Tempo pour récupérer la version. Et elle sera disponible en version pour tout le monde, General Availability, en version GA le 10 juillet, donc dans plus ou moins un mois. Mais quoi qu'il arrive, désormais, vous pouvez récupérer la version, l'installer avec une demande auprès de notre support. 4.8.1 se met à jour directement depuis les versions 4.6.9, 4.7,
4.7.0, 4.7.1, 4.7X. Et voilà, vous êtes déjà équipé de Tina, vous voulez mettre à jour votre version. Depuis la 4.6.9 et toutes les versions supérieures, sans aucun problème, vous pouvez le mettre à jour. Voilà, j'ai beaucoup parlé, on a beaucoup parlé. Alors, j'ai pas vu le chat, j'ai pas vu les questions, mais on va se garder un peu 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Il y a eu pas mal de questions, en effet, sur l'onglet questions. Donc, notre équipe a répondu en direct à quasiment toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à en reposer si vous en avez. On jette un coup d'œil. Alors, mettre à jour son init du catalogue. Tu vois, Geoffrey, un peu les questions ou pas? Alors, je me plonge dedans. Alors, dissocier ça. Ouais. Beaucoup de questions. Oui, alors, on en a répondu déjà à pas mal dans l'onglet et dans le chat également. Donc là, il y a des nouvelles questions qui arrivent. On essaie de les traiter. Alors, est-ce qu'il sera possible de restaurer les agents Tina depuis la Web UI? Il me semble que oui, si je ne dis pas de bêtises. Renaud, si tu me corriges, ou Mathieu également. Mais il me semble bien que oui. Alors, oui, il y a différentes opérations possibles. Déjà, ils ont rajouté la partie copie d'agent, donc on peut assez facilement copier un agent. Ou sur une opération de DR, on va pouvoir retrouver son environnement avec les agents qui ont été récupérés. Donc, il y a différentes opérations qui vont permettre de retrouver son agent ou de restaurer son agent. Merci. J'espère que ça répond à la question. La console Tina est-elle maintenue ou uniquement la console web sera utilisée? Vas-y. Il y a eu beaucoup de questions sur le sujet, effectivement. Donc, la console Tina à client lourd, on va l'appeler comme ça, est toujours disponible. Pour l'instant, on ne l'a pas enlevée. Elle reste disponible avec toutes les fonctionnalités. L'interface web s'enrichit avec l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Donc, vous aurez à disposition les deux consoles, donc sans souci. Voilà. Donc, alors oui. Alors, on s'interroge sur la suppression de l'ancienne console. Pour l'instant, effectivement, elle n'est pas prévue. Donc, vous pourrez continuer à utiliser les deux consoles. Alors, j'ai vu aussi des questions sur la restauration locale d'email. Est-ce que c'est sous quel format PST, EML? Donc, aujourd'hui, c'est EML et la partie PST est en cours. Donc, on aura le choix du format très bientôt. Merci. Alors, il y avait une question sur la compression sur le cloud. Effectivement, nos agents peuvent envoyer les données en mode compressé et chiffré. Donc, ce sont des configurations qui sont possibles à mettre en œuvre. Ah oui, il y avait des questions aussi sur l'immuabilité ADE. Savoir s'il fonctionnait sur Unix ou Windows. Donc aujourd'hui, à implémenter uniquement sur Windows. La documentation le décrit bien. Et effectivement, je pense qu'il y avait des questions sur comment accéder à la documentation, Geoffrey, sur l'immuabilité ADE. Alors j'en ai parlé rapidement, mais aujourd'hui, c'est sur demande. Rapprochez-vous de votre contact à Tempo ou même vous pouvez envoyer un mail à support@tempo.com. On vous la fera parvenir. Tant que la version, elle est on monitore un petit peu les installs et on essaye d'accompagner nos clients pour l'install en 4.8.1. On la rendra disponible publiquement lorsque la version 4.8.1 passera en GA début juillet, sans aucun problème. J'ai encore plein de nouvelles questions qui sont arrivées entre-temps.
Alors, l'extension des restaurations locales des calendriers, c'est des ICS. Pareil, là, s'il y a d'autres formats, on les mettra en œuvre. Donc, on est en train de justement analyser un petit peu les différents formats pour chaque objet qu'on souhaite restaurer, aussi bien en local que ou dans l'endroit d'origine. L'idée, c'est effectivement de permettre à nos clients de disposer de plusieurs formats pour pouvoir les restaurer dans les possibilités qui leur conviennent le plus. Donc, effectivement. J'ai vu une question sur les exports Prometheus Grafana. Oui. C'est prévu. Si je dis pas de bêtises, ça sera la prochaine version. Oui, c'est ça. Prochaine version. Et pour Lina également. Oui, en fait, sur Prometheus Grafana, on va permettre maintenant on va mettre à disposition pour nos clients un endpoint spécifique avec l'ensemble des métriques qui vous sont nécessaires pour piloter votre TINA ou suivre le pilotage de votre TINA avec les jobs, la visibilité sur les jobs, sur les alertes et ainsi de suite. Évidemment, ces métriques ne seront pas exhaustives, mais on compte sur vous, bien sûr, pour nous fournir des métriques manquantes qu'on viendra enrichir dans les endpoints Grafana et Prometheus. Et comme le disait Geoffrey, ce n'est pas uniquement disponible que sur Tina, ce sera disponible sur Lina et sur Myria, sur l'ensemble de nos. Exactement. Alors, je ne sais pas, Renaud, tu peux peut-être répondre, mais quelle est l'extension des restaurations locales des calendriers? Oui, j'ai répondu, c'était les ICS. Ouais. Ah, voilà. J'avais pris la question, effectivement. Merci. Pourquoi Tina 4.7 a une vie aussi courte? Enfin voilà, on est passé effectivement, on a fait une 4.7.0, 4.7.1 et 4.8 aujourd'hui. L'idée, il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste et la prochaine sera Tina 4.9. Mais je pense que c'est au regard de la 4.6 où il y a eu plusieurs petites versions sur plusieurs années. Donc, on a un petit peu changé notre modèle. Donc, maintenant, effectivement, on change de digit presque chaque année. Depuis, effectivement, on a vu cette accélération en 4.7 où on est passé directement de 4.7.1 à 4.8, etc. Donc, on n'a pas accéléré vraiment le rythme. Enfin, c'est pas une conséquence directe, mais c'est plus, voilà, on a changé de mode de traitement des digits. Donc, on évolue dans les versions d'année sur année. Donc, on aura très prochainement une 4.9 et puis une 5 qui suivra, et ainsi de suite. Pour être plus proche des bonnes pratiques du marché. C'est ça. Les applications tierces compatibles pour le 2FA, n'importe lesquelles. Alors, moi, j'utilise personnellement Authenticator de Google, mais a priori, j'ai pas de contre-indication sur le type d'application à utiliser. On va peut-être arrêter la session là et on va continuer de répondre. On laisse la session et pour que les gens. Il y a pas mal de questions, donc du coup, comme voilà, la présentation devait durer 45 minutes, on va s'arrêter là et on a toutes vos questions. On va laisser la session ouverte encore quelques minutes, donc vous avez toujours la possibilité d'en poser et on vous répondra voilà, juste après le webinaire dans l'après-midi, je pense. On prendra le temps de vous répondre. En tout cas, merci beaucoup pour votre interaction et puis toutes ces questions qu'on a reçues aujourd'hui. C'est important pour nous également d'avoir cette interaction de votre part. Et puis, un grand merci encore pour votre participation. Merci Geoffrey, merci Renaud. Merci Renaud. Et un petit clin d'œil à Mathieu, notre expert stockage, qui répond également aux questions derrière. Yes, merci Mathieu et Louis également. Et Louis également. Donc, merci à vous et puis à une prochaine. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.